Bonjour, c'est Benjamin. Hey Nils. Et c'est Reboot by Sérimania, la série consacrée aux séries. Ce mois-ci, pour notre Reboot Express, on voyage dans le temps, vers des rivages sans internet ni téléphone portable. La guerre est froide. Ich bin ein Berliner. Brel chante pour Mathilde. Mon cœur, ne t'emballe pas. Nous sommes en 1963, l'année que vient opportunément reconstituer la nouvelle série Prime Video de Marie Roussin, Mixte. Parce qu'à l'époque, ça ne mélange pas les filles et les garçons dans les cours des lycées. À l'époque, on savait se tenir, monsieur. Tout allait ensuite changer très vite, mais en 1963, pas mal de modernités sociales qui nous semblent depuis tomber sous le sens n'existent encore qu'à l'état embryonnaire, et souvent dans l'esprit des franges de la population qu'on écoute peu, pas ou mal, les jeunes, les femmes, et pire encore, les deux à la fois. La télévision et les séries télé en particulier ont toujours été peu ou prou le miroir de l'évolution de la société. Et qu'est-ce qu'on y voyait donc dans le petit écran il y a 58 ans? Remontons ensemble le temps cathodique. En 1963, la télévision n'est pas présente partout de la même façon et dans les mêmes proportions. Si, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les ménages se sont équipés assez massivement dans les années 50, le petit écran devenant rapidement une culture populaire, ce n'est pas le cas dans la plupart des autres pays, en France notamment, où la radio domine encore largement. Le visage des séries télé françaises du début des années 60 restera sans doute pour longtemps celui du Thierry Lafronde de Jean-Claude Deray. Une série lancée précisément en 1963 et pas seulement grâce à la parodie qu'en feront 30 ans plus tard les Inconnus. C'est horrible, c'est horrible. Quoi? Que se passe-t-il? Tu ne devineras jamais. Terrible. Ils ont enlevé Isabelle. Oui, comment le sais-tu? Un épisode sur deux, c'est comme ça. C'est un visage jeune lui aussi, celui de Jean-Claude Drouot, qui incarne une France résistante, frondeuse et dynamique, celle de Thierry de Janville, jeune seigneur sologno prenant le maquis avec ses compagnons pour résister contre l'occupation anglaise en pleine guerre de 100 ans. Certes, mais Thierry Lafronde est encore un cas isolé. Si en 1963, à la télévision française, on découvre les premiers épisodes animés et en noir et blanc du Manège enchanté, on regarde surtout des séries américaines. C'est bien simple, seulement 29% des séries et feuilletons diffusés sont produits dans l'Hexagone. C'est par exemple l'année où la France découvre, 5 ans après les États-Unis, l'incomparable coolitude du chasseur de primes Josh Randall, alias Steve McQueen dans la série de western Au nom de la loi. Les États-Unis fournissent de la série télé à toute la famille, bien au-delà de leurs frontières. Le feuilleton star du début des années 60 sur la RTF, c'est Le Temps des copains de Jean Canol. 3 jeunes étudiants, 3 garçons évidemment, originaires de régions et de milieux sociaux différents, se lient d'amitié lorsqu'ils débarquent à Paris après le bac. Ce n'est certes pas mai 68, loin de là. Le ton est à la comédie de mœurs légère. Mais le feuilleton n'est cependant pas déconnecté de la réalité. Ces premiers épisodes sont par exemple consacrés à la quasi-impossible recherche d'un logement à Paris quand on est jeune étudiant. Crise du logement un jour. Ne quittez pas le quartier, je vous le conseille. On nous a proposé Bobigny et Champigny. Tu parles? Moi, on m'a proposé un débarras plein de cartons à chapeau qui sont là depuis 1920. Et des caisses partout. Et un matelas qui perd ses crânes parce qu'il y a des trous. Le succès sans précédent du Temps des copains instaure une tradition qui durera jusqu'au milieu des années 70. Le feuilleton quotidien d'un quart d'heure, juste avant la grande messe des informations de 20 h. En 1963, c'est Yannick Aimé de Paul Vardor et Jacques Siclier qui succèdent aux 3 copains néo-parisiens. Un certain vent de jeunesse souffle même sur le plus classique des genres télévisés, le policier. Jusqu'en 1962, le policier à la française est représenté à la RTF par le très old school commissaire Bourrel, dans ses fameuses 5 dernières minutes dérivées d'un jeu télévisé et au format très rigide. L'inspecteur Leclerc de Claude Barma, Yannick Andréhy et Marcel Buval, incarné par le sémillant Philippe Nico, est d'une toute autre race. Il est bien plus jeune, plus de son temps, il a des défauts humains et le sens de l'humour. Alors, il n'y a plus qu'à aller au restaurant? J'en connais un, très bien. Oh oui, très. Et où ça? Attendez, comment il s'appelle? Je m'en souviens plus très bien. La tour d'argent. C'est pas bien? Ah si. Presque 15 ans avant le commissaire Moulin, c'est une première tentative louable pour mettre la fiction policière au goût du jour et pour s'adresser à un public plus jeune.
Dans la France de 1963, la télévision n'est déjà plus un média de niche, mais le petit écran n'est pas encore démocratisé. Moins d'un foyer sur deux possède un poste. Au contraire, aux États-Unis, c'est déjà pratiquement un média de masse. Et c'est un événement tragique qui va indirectement, mais définitivement, la faire rentrer dans l'inconscient collectif. En effet, aux États-Unis, 1963 ressemble à une voiture présidentielle floue qui passe dans les rues de Dallas juste au moment où un coup de feu retentit. L'événement est d'abord une image, puis c'est un souvenir, un moment de rupture du récit américain, un jalon de culture globalisée. On en retrouve l'écho dans de nombreuses œuvres télévisées par la suite, comme si la télévision américaine ressassait cette image. Mais figurez-vous que ces fameuses images que l'on a tous en tête, c'est un faux souvenir de télévision. Ce n'est pas du tout une image de direct, comme on le croit souvent. Ces images, ce sont des images amateurs, diffusées plus tard à la télévision, certes, mais surtout popularisées par le film d'Oliver Stone, JFK. Au-delà de ces images, 1963, c'est aussi quelques grandes séries américaines. Quelques classiques, comme la deuxième grande anthologie de SF après la quatrième dimension, Au-delà du réel, créée par Leslie Stevens, avec sa formule Monster of the Week et ses réinterprétations des grandes peurs de l'après-guerre. L'autre grande série de l'année est policière. Le Fugitif, du producteur et scénariste Quinn Martin, tient l'Amérique en haleine, et ce jusqu'en 1967. Classique lui aussi, mais surtout d'une redoutable efficacité de mise en scène et de narration. Le Fugitif est resté dans les mémoires pour sa séquence d'ouverture, toujours la même ou presque, ainsi que pour son duo de personnages. Le Dr Kimball, poursuivi pour un meurtre qu'il n'a pas commis, et surtout le Manchot, l'un des plus beaux personnages de méchants de la télévision américaine et mondiale. Alors, chose amusante, Benjamin, si Le Fugitif est effectivement un superbe classique, il prend justement en 1963 et sur ABC la suite d'un autre monument de la série policière américaine, Les Incorruptibles, dont l'inspiration est plutôt le film de gangsters des années 30 et 40. À l'époque, en effet, les scénaristes de la série américaine de qualité lorgnent encore beaucoup vers le cinéma de genre, parfois ce sont d'ailleurs les mêmes qui passent du grand au petit écran. Ici encore, 1963 ressemble à une sorte de charnière. On tourne des pages et on ouvre de nouveaux chapitres. Définitivement, 1963 n'est pas seulement l'année du lancement sur ABC d'Hôpital Central, le soap-opéra le plus ancien toujours en cours. 14 766 épisodes au compteur à ce jour. Peut-être que Reboot y arrivera aussi un jour. C'est aussi et surtout l'année où en Grande-Bretagne on lance Doctor Who, destiné à marquer plusieurs décennies de science-fiction et de télévision british. Si vous suivez Reboot, vous savez déjà l'importance de cette série. Toujours en Angleterre, chapeau melon et bottes de cuir existent déjà depuis 2 ans. Mais John Steed fait pour l'instant équipe avec une anthropologue, Katie Gale, et son succès est modeste. C'est l'année suivante, en 1964, sous l'impulsion des producteurs Brian Clements et Albert Fennell, que cette série qui mériterait un reboot à elle seule prendra véritablement son envol, avec l'arrivée du personnage interprété par Lady Diana Rigg, Emma Peel. Jusqu'à l'autre bout du monde, au Japon, 1963 pose les bases de ce qui fera la télévision ensuite. Sur Fuji TV, ce sont les premiers pas d'Astro Boy, sous la plume animée du légendaire mangaka Osamu Tezuka, un personnage et un design qui marqueront sans conteste la pop culture. Et jusque dans ses échecs, la télévision nippone innove. Le tokusatsu Space Government Man sur NTV fait certes un bide et ne dure que 8 épisodes, mais pose les bases scénaristiques et formelles de l'essentiel des séries jeunesse créées ensuite dans l'archipel, à commencer par les célèbres Ultraman. 1963 est ainsi une année télévisuelle mixte, tout comme les quelques lycées français acceptant de tenter l'expérience dépeinte dans la série de Marie Roussin. Alors, est-ce que toutes les Françaises doivent vraiment aller au lycée? Un pied dans la tradition de l'immédiate après-guerre, un autre dans les expérimentations culturelles et sociales encore timides du début de la décennie, mais la tête déjà fermement tournée vers une modernité à venir, encore balbutiante mais bien plus radicale. Une année qui se prépare, dans les fictions comme partout, à vivre la formidable accélération de la deuxième moitié des années 60. Une nouvelle fois, la fiction télé accompagne un mouvement de fond de la société, s'en fait le miroir et la chambre d'écho. Tu me connais pas, je te connais pas. Si j'avais eu le choix, je serais allée dans un lycée de filles, tu le sais bien. T'as pas besoin d'aller au lycée pour travailler à la charcuterie. Et pour terminer en beauté ce petit voyage dans le temps, c'est l'heure du traditionnel jeu de fin d'épisode, qui devrait vous faire deviner le sujet du reboot du mois prochain. Ah, the extra buttons. Yeah. What kind of a sicko really would
save these, have them in a huge file, drawers that wide, you know, you just... He's a